Merci à celles et ceux d'entre vous qui étaient avec nous ce matin et qui le sont encore cet après-midi. Et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignaient. Donc, juste d'un mot à l'intention de ceux qui nous rejoignent. Donc, ce matin, nous avons brossé en quelque sorte le bilan des actions qui ont été faites tout au long des 10 ans de l'Observatoire des Ambroisies nouvellement nommé, des espèces en jeu pour la santé. Cet après-midi, nous allons approfondir certains aspects et, comme j'ai pu le dire ce matin, en aborder de tout nouveau. Notamment, nous allons réfléchir de nouveau sur l'importance de la prévention et de l'implication des acteurs. Retour également sur la question de la réglementation qui a déjà été évoquée ce matin avec Valérie Grappin et vous, Olivier Péchama. Et puis les outils futurs pour la lutte contre l'ambroisie avec des innovations à la fois techniques et scientifiques. Mais toujours des quiz, des vidéos et vos questions adressées par chat. Donc n'hésitez pas, coordonnées par Alice Samama. Alors tout de suite, un quiz. Donc idem à l'intention de ceux qui nous rejoignent. Donc vous pouvez répondre aux questions par téléphone ou ordinateur via le site www.menti.com, www.menti.com, et le code donc du quiz qui nous intéresse s'affiche là-haut, 78 71 84 56, 78 71 84 56, et la question, selon vous, à quel niveau devrait s'articuler la lutte? Et comme ce matin, Olivier, ou vous, mesdames, que je présenterai dans un instant, si ce n'est Marie-Lou qu'on a déjà entendu, notez peut-être un commentaire pendant que nos auditeurs sont en train de voter. C'est une question difficile parce que déjà, de trop loin, on n'est pas efficace, de trop près, il y a manque de coordination, éventuellement à une échelle plus large. Donc, la réponse, elle est un peu vraisemblablement, on va voir ce qu'en pensent les auditeurs, mais elle est sûrement multiple. Hein. Donc, il faut tout à la fois trouver une situation plutôt coordonnée nationalement et effectivement une application terrain, parce que alors on a l'habitude de dire en France de Paris, c'est un peu péjoratif, voilà, mais assurément d'un point central, on ne peut pas tout coordonner, c'est extrêmement difficile, il y a trop de variables. Merci Olivier. Ben, je vous propose, sans plus tarder, donc on enchaîne et qu'on ouvre donc cette séquence qui fait retour sur le rôle et l'implication des différents acteurs. Donc avec d'une part Hervé Bertrand. Donc je rappelle simplement qu'il est à la délégation de l'Ain de l'Agence régionale de santé ARS Auvergne-Rhône-Alpes et que l'on a présenté ce matin. Et puis avec vous, Marie-Lou Mottet, chargée de la coordination d'observatoire au sein de Fredon France, qu'on a entendu également ce matin. Et puis nous a rejoint donc Alexandra Martin. Un mot pour vous présenter, Alexandra. Pareil, si je dis une bêtise, vous rectifiez le tir le plus promptement possible. Vous êtes ingénieur agronome et spécialisé en sciences et génie de l'environnement, et vous avez rejoint Fredon France en mars 2021 en qualité d'animatrice de l'observatoire. C'est tout à fait ça, merci. Donc, non, alors on va commencer avec vous, Marie-Lou et Alexandra. Alors je ne sais pas comment vous voulez répartir le rôle. Je donne la parole d'abord à Marie-Lou et puis nous vous écoutons. Ça marche, merci. Donc vous avez 10 minutes. On a 10 minutes, on va essayer de les tenir. Donc on va vous parler avec Alexandra de l'évolution des applications des acteurs de la lutte. Et sur la diapo suivante, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'acteurs de la lutte, justement. Vous avez une liste non exhaustive, bien entendu, qui s'affiche sur vos écrans. Et chacun de ces acteurs, en fait, a un rôle qui est spécifique. Alors, il y en a qui vont être plutôt du côté de la santé, d'autres plutôt du côté de la recherche, d'autres vont être dans l'animation de la lutte. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont impliquées. Et cette implication de ces acteurs a beaucoup évolué depuis ces 10 dernières années. Donc à l'Observatoire des Ambroisies, on observe et puis on essaie de favoriser cette implication justement. Et je vais laisser Alexandra Martin, ma collègue, vous l'expliquer plus après. Merci Marie-Lou. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs sont coordonnés par le comité de technique qui a été mis en place dès la création de l'Observatoire en 2011 et qui réunit plusieurs structures tout en lien avec la gestion de l'ambroisie. Et ce comité technique a pour mission d'élaborer des recommandations et donner son avis sur les missions de l'Observatoire, de transmettre des propositions pour l'établissement de programmes de travail, ou encore aider et participer à la construction de réseaux d'acteurs.
Dès sa création, ce comité technique s'est voulu multidisciplinaire avec une vingtaine de structures représentées, dont les champs d'expertise allaient sur diverses catégories pour prendre la problématique de l'ambroisie sous toutes ses facettes. Donc, ces domaines d'activité vont de l'agriculture, l'environnement, la santé, mais encore vraiment les territoires. J'ai un petit... et donc, on retrouve en fait cette multidisciplinarité au sein du comité de pilotage, dont les membres représentent plusieurs ministères. On l'a vu ce matin, les ministères de la solidarité, de l'agriculture, de la santé, de la transition écologique, des territoires ou encore de l'intérieur, mais également des représentants des structures affiliées à ces ministères, donc tels que l'OFB, les ARS et Frodon, bien sûr. Donc, l'évolution la lutte sur le terrain, se fait à différentes échelles. Tout d'abord à l'échelle communale et locale, donc avec les acteurs clés que sont les référents territoriaux, qui ont pour mission de repérer et de surveiller la présence d'ambroisie et d'informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre et de veiller à la bonne mise en œuvre de ces mesures. Ils sont accompagnés à l'échelle régionale par les coordinateurs ambroisie qui, eux, permettent d'identifier le réseau, d'animer ce réseau et de partager l'information entre ces référents et l'observatoire. Donc, c'est vraiment un relais d'information pour les informations qui sont transmises donc, par l'observatoire des ambroisies qui fait le pilotage à l'échelle nationale. Si on regarde l'évolution du réseau des référents d'ambroisie, la notion même de référents communaux a été imaginée par l'Association de défense des intérêts des personnes allergiques au pollen d'ambroisie, qui est Stop Ambroisie, dès 2010. Et ensuite, cette notion a été reprise dans d'autres régions sur d'autres années. Et par exemple, en 2013, on avait 1240 référents communaux sur l'ancienne région Rhône-Alpes. Et en 2021, on recense près de 7300 référents sur les 9 régions. Et l'Observatoire accompagne l'évolution de ce réseau par la mise en place d'outils et à destination donc, de ces référents pour, par exemple, avoir une boîte à outils sur le site ambroisie-info.fr. Si on regarde le réseau de coordinateurs des ambroisies, il a été mis en place un peu plus tardivement que le réseau des référents, suite à la volonté en 2016 du comité technique et du comité de pilotage de développer un réseau de référents régionaux, à l'image de ce qui avait été fait dans d'autres régions, par exemple en Franche-Comté en 2009, afin de permettre donc une diffusion de l'information et d'avoir une vision globale de plans d'action qui sont faits en région et vraiment avoir un contact en région avec l'intermédiaire des coordinateurs. Depuis 2020, on a 12 régions qui ont désigné un coordinateur ou une coordinatrice. Un autre réseau terrain, un autre acteur du terrain important, c'est le réseau de surveillance des pollens qui a sur tout le territoire, donc comme on l'a vu ce matin avec le RNSA, qui est le Réseau national de surveillance aérobiologique, ils ont des capteurs sur tout le territoire pour observer la présence de pollen, de différents pollens. Et par exemple, en 1981, l'AFEDA, qui est l'Association française d'études des ambroisies, a mis en place un premier capteur vraiment spécifique au pollen d'ambroisie pour suivre la présence de pollen et prévenir les pollinoses et les symptômes qui sont associés. Un autre acteur très important, c'est le grand public. On l'a vu ce matin. Et on peut évaluer et mesurer l'intérêt du grand public à travers les requêtes du terme ambroisie sur les moteurs de recherche. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que cet intérêt, il est plutôt constant, mais saisonnier, puisqu'on voit des pics au moment de la saison estivale, le moment où l'ambroisie est le plus présente sur le territoire. On peut mesurer également l'intérêt du grand public à travers les signalements au cours des années sur la plateforme de signalement ambroisie, comme on l'a vu ce matin donc avec Samuel Monnier. On remarque vraiment que depuis 2014, les signalements augmentent, le nombre de signalements augmente et majoritairement, ces signalements, ils sont faits par le grand public. Et donc, par exemple, on a eu un pic en 2018 avec près de 12 000 signalements.
Enfin, un autre moyen pour apprécier l'intérêt du grand public, c'est à travers les questions des parlementaires au gouvernement. Puisqu'en fait, le grand public peut interpeller les députés et les sénateurs pour qu'eux-mêmes sollicitent le gouvernement à travers des questions. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'avant 2016 et la loi de modernisation du système de santé, ces questions étaient plutôt tournées sur le domaine de la santé, pour la prise en compte de l'espèce pour protéger les personnes allergiques. Et depuis 2018, on est plutôt sur le domaine de l'agriculture, avec des questions pour la prise en compte de l'espèce au titre de la santé des végétaux. Une manière pour maintenir, voire augmenter l'intérêt du grand public, c'est à travers l'organisation de journées de lutte contre les ambroisies, qui se tiennent donc du 15 au 30 juin chaque année, avec près de 80 événements organisés pour le grand public. Côté scientifique, on remarque une augmentation de l'intérêt et surtout du nombre de publications sur l'espèce publiées. Et ces publications se font de l'étude de l'ambroisie elle-même à comment lutter contre l'ambroisie, mais aussi comment la valoriser ses déchets et savoir vraiment pouvoir utiliser et prendre la problématique sous toutes ses facettes encore. Et je terminerai mon intervention avec quelques exemples d'actions menées par les gestionnaires de milieux. Ici, par exemple, APRR AREA qui mène des essais de traitement de l'ambroisie à la Saumur depuis 2014, ou encore l'AFRTP, qui est la Fédération régionale des travaux publics, qui a mis en place un groupe de travail pour créer un memento à destination des maîtres d'œuvre et d'ouvrage pour prendre en compte la problématique de l'ambroisie sur les chantiers. Et bien sûr, je pourrais en citer plein d'autres, mais sachez que localement, tous ces acteurs sont réunis à l'occasion de groupes techniques qui sont animés par les Fredons pour échanger sur les bonnes pratiques dans des domaines prédéfinis tels que les grands linéaires ou encore l'agriculture. Merci Alexandra. Merci. Donc, comme on vient de le voir, effectivement, le réseau évolue et puis s'enrichit d'année en année, et c'est bien tant mieux. Et donc, du côté de l'Observatoire, nous, on essaye de favoriser justement cette implication des différents acteurs. Et pour ça, on crée des outils, des documentations en lien avec des partenaires qui sont spécialisés sur certains sujets pour vraiment essayer de parler au public cible. Donc, par exemple, vous avez à l'écran des outils qu'on a développés vraiment spécialisés. On a Captain Allergo, qui est un outil pédagogique à destination des jeunes publics pour leur apprendre ce qu'est l'ambroisie, comment la reconnaître, etc. Ça va du guide de gestion de l'ambroisie pour savoir comment est-ce qu'on gère la plante sur les différents milieux. Ça va de la plaquette d'information, de savoir comment on nettoie une machine de travaux qui est allée sur des chantiers qui sont pollués par la présence d'ambroisie. Le petit memento chantier, comme Alexandra en a parlé. Des plaquettes tournées vers plutôt les personnes allergiques pour savoir comment vivre ma vie d'allergique à l'ambroisie. Des guides plutôt axés vers les collectivités. Donc voilà, nous, on essaye vraiment de favoriser cette implication des acteurs. Et tous ces documents, d'ailleurs, sont à retrouver sur ambroisie-risque.info, sur le catalogue de l'Observatoire des ambroisies qui recense toutes les documentations de l'Observatoire. Alors, on va prendre les questions du chat, mais une question qui s'adresse à tous les trois, Marie-Lou, Alexandra et Olivier. Si je reprends vos mots, Marie-Lou, vous l'avez dit au début de l'intervention et vous venez de le redire. Donc, votre objectif, c'est de favoriser l'implication donc de l'ensemble des acteurs que vous avez présentés. Donc, je dirais favoriser l'implication des acteurs pour entrer dans la lutte contre l'ambroisie. Il y a une autre question qui se pose, c'est qu'encore faut-il y rester. Et je pose cette question tout simplement parce que, on l'a dit, mais on y reviendra vraisemblablement dans l'après-midi, mais si l'on a en tête la grande capacité de la plante à s'adapter à des milieux différents, ce que les scientifiques appellent aussi sa plasticité, et si l'on ajoute à cela qu'elle est favorisée également a priori par le réchauffement climatique, il y a de quoi être un peu découragé. Donc, est-ce que cette dimension psychologique et de la fidélisation de l'engagement des acteurs est l'objet d'une réflexion de votre part ou d'une attention particulière? C'est certain que c'est un enjeu très fort qu'on essaye, on essaye de le prendre en compte à travers l'animation, qui est vraiment
un élément clé, je pense, de la lutte, cette animation. De notre côté, par exemple, on a mis en place pour les référents un groupe d'échange de références sur les réseaux sociaux C'est ça. où on essaye voilà, de créer une communauté virtuelle d'échange entre référents. Ça va de la question de est-ce que c'est bien une espèce d'ambroisie que j'ai ici, que je prends en photo, à comment est-ce que dans telle situation vous feriez pour gérer. Donc voilà, c'est vraiment l'animation, à mon avis, un élément clé. Et c'est pour ça que sont là aussi les coordinateurs qui sont beaucoup en lien avec nous au niveau régional ou départemental, qui, eux, sont vraiment directement en lien avec leurs référents. Et effectivement, c'est vraiment un élément clé. Olivier? La réponse de Marie-Lou me va tout à fait. Je pense qu'effectivement, pour continuer à avoir une cohésion de groupe, il faut avoir une proximité suffisante pour pouvoir y entretenir la flamme. Donc, c'est vrai que toutes les productions dont tu as parlé, Alexandra, à travers la vulgarisation scientifique que nous faisons au niveau de l'observatoire, et dont certains nous nourrissent, hein, d'ailleurs, non, pas que les scientifiques, mais aussi sur le terrain, ça permet aussi d'entretenir régulièrement des nouvelles perspectives. On en parlera un peu plus tard dans l'après-midi, mais il y a des innovations qui pourraient être prometteuses, donc il y a un suspense, oui, qui sont le teaser, ça stimule la cohésion, oui, c'est clair. Juste, j'ajoute que s'il y a des référents qui nous écoutent, bien sûr, je vous invite à vous connecter sur les réseaux sociaux si vous êtes présents dessus pour rejoindre ce groupe d'échange. Il y a un peu plus de 300 personnes pour le moment, mais bien sûr, on invite tous les référents à nous rejoindre. Alors, Alice, est-ce qu'il y a des questions? Et juste incidemment, je me retourne aussi vers l'équipe technique. Est-ce qu'on a réussi avec Hervé Bertrand, ou il est toujours pas pour l'instant? Alors, Alice, allez-y. Oui, alors nous avons une première question qui concerne la diapositive avec la carte des différents capteurs, en nous demandant qu'il n'y a pas de récepteur ni dans la Drôme ni dans l'Ardèche. Donc ce sont des régions. Pourquoi? Marie-Lou? J'aurais bien du mal à répondre. Je pense que ce serait plutôt au réseau national de surveillance aérobiologique de répondre. Mais effectivement, je suis désolée, je n'ai pas la réponse. Je vous coupe, excusez-moi, mais Samuel Monnier, donc du RNSA de ce matin, répond: le RNSA a des capteurs de pollen dans le 07 à Saint-Alban-Auriol et dans le 26 à Valence. Donc, en direct. Merci. Merci Samuel. Une autre question? Oui. Alors, à terme, y aura-t-il des référents dans toute la France? Je peux répondre à la question. C'est effectivement une stratégie qui est envisagée, qu'il y ait des référents présents sur toute la France. Après, les dynamiques régionales sont très différentes dans le sens où certaines stratégies vont être plutôt axées sur la surveillance de la plante, d'autres sur la gestion. Et donc en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, l'ambroisie est présente vraiment partout. Il y a vraiment du sens au fait qu'il y ait des référents qui soient présents dans toutes les communes à gérer le problème. En Hauts-de-France, où il y a quelques observations, mais c'est encore très faible, il y aurait moins de sens de dépenser beaucoup d'énergie à désigner des référents dans toutes les communes, alors que les observations sont très faibles. Du coup, là, les stratégies vont être un peu différentes, mais effectivement, plus il y aura de référents, plus les détections vont être facilitées et la gestion précoce également. Olivier? On peut aussi avoir une clé de lecture complémentaire en se disant qu'à partir du moment où la puissance publique souhaite laisser de plus en plus d'espèces, en fonction des besoins, bien évidemment, hein, et pas de manière, pas pour se faire plaisir de classer des espèces. Il faut qu'il y ait une utilité sociale, bien évidemment. Le rôle des référents puisse être pluriel sur plusieurs espèces. Il n'y a rien de plus désespérant, on le connaît nous très bien en santé des végétaux, d'aller vérifier périodiquement s'il y a la flavescence dorée de la vigne dans des vignes où ça n'exprime jamais cela. Ça arrive dans quelques régions de France. Du coup, on fait bien une surveillance, elle est obligatoire, mais il n'y a jamais de résultat. Donc, finalement, jamais de résultat. Il y a heureusement pas de résultat pour l'instant. Donc, le fait d'avoir plusieurs missions à conduire éventuellement, ça peut être un complément intéressant, une dynamique. Alice? Oui, nous avons une autre question. Comment garder les référents motivés quand leurs communes sont complètement envahies? Alors, corollaire de ma question de tout à l'heure, mais là, avec effectivement un scénario noir, et par définition décourageant.
Décourageant, effectivement. Bah, je pense aussi que l'animation là, a un rôle clé. Le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation aussi, et qui peut-être peuvent se sentir complètement débordées, ça peut aider. Et le fait de connaître comment on appelle ça, des retours d'expérience de C'est ça. réussi, ça peut aider, parce qu'effectivement, on a des retours de communes qui étaient complètement envahies. Au fur et à mesure des années, donc c'est long, hein, bien sûr, la graine reste vivante très longtemps dans le sol, plusieurs dizaines d'années. Mais effectivement, on a des exemples de réussite et ça fonctionne. Olivier? Non. Il faut faire du benchmarking, effectivement, il faut aller voir où ça marche. Après, la mobilisation, elle est à saluer. C'est extraordinaire le travail qui est fait. C'est vrai que ces situations-là, du coup, sont difficiles à vivre, on peut le comprendre. Benchmarking, c'est-à-dire des études comparatives. C'est ça, il faut aller voir comment ça se passe Je ailleurs. plaisante. Je pense qu'on n'a toujours pas Hervé Bertrand, donc on va prendre encore quelques questions. Alice? Quelle est la différence entre sentinelle communicant et simple signalant? Déjà, je vais commencer par la différence entre référent et sentinelle, peut-être. Donc, les référents Ambroisie ont vraiment un rôle qui a été défini dans le Code de la santé, de la santé publique, dans le décret de 2017. Donc, ils ont vraiment des missions qui sont écrites et bien définies, contrairement aux sentinelles qui vont être plus dans le rôle de vigie, de surveillance de leur commune, et qui vont pas avoir toutes les missions qu'implique le référent, par exemple. Beaucoup ne se servent pas de la plateforme de signalement Ambroisie en tant que référent, avec la possibilité de valider, d'invalider les signalements, etc. Communicant, on entend plutôt ce rôle comme le fait de faire de la communication sur la thématique Ambroisie. Par exemple, des bulletins communaux qui parlent d'Ambroisie, de faire des stands, des expositions, etc., etc. Donc on entend plus dans ce sens-là. Mission que peut aussi avoir un sentinelle, effectivement. Et je me souviens plus de la dernière catégorie, désolée. Sentinelle, communicant ou simple signalant? Ou simple signalant. Un signalant, ça va être le grand public, tout simplement, qui est intéressé par la question, et puis qui va, lors d'une balade dominicale, prendre en photo une ambroisie, le signaler sur la plateforme de signalement Ambroisie. Donc c'est encore un rôle moins impliqué qui est nécessaire, bien entendu, mais moins impliqué que les sentinelles dans la lutte contre les ambroisies. Alors, Alice, il y a d'autres questions? Oui, une dernière question. Est-ce que les référents Ambroisie actuels seront également référents pour les autres espèces? Alors, il n'y a pas d'obligation, premièrement. Ces scénarios-là sont à travailler, mais bien évidemment, je dirais, si un référent a envie de s'investir plus largement et avec l'aval, le cas échéant, de la collectivité, c'est bienvenu. Hein. Mais aujourd'hui, on n'a pas instauré une règle, si telle était la question. On est plus sur, encore une fois, l'intelligence collective et l'implication citoyenne. Si vous avez envie effectivement de vous ouvrir à d'autres espèces, on vous aidera à cette démarche. Il semble qu'on ait définitivement perdu Hervé Bertrand, a priori. Donc on peut peut-être juste enfin encore une ou deux questions si vous le souhaitez. Puis si jamais la connexion se fait, alors on verra, on improvisera. Peut-être qu'on pourrait mais a priori ça semble difficile. Bon, veuillez nous en excuser. Puis surtout auprès d'Hervé Bertrand, ce sont les aléas. C'est pas très grave, c'est dommage. On aurait dû aimer entendre Hervé Bertrand, mais peut-être une ou deux questions. Je reviens sur, vous avez évoqué 7300 référents dans 9 régions. Plus généralement, donc sur l'ensemble de la mobilisation requise de gens, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, du point de vue de la disponibilité des moyens humains, du nombre de personnes requis pour lutter efficacement, mais aussi pour lutter efficacement au bon moment, c'est-à-dire qu'il y a la question du nombre de gens et puis aussi leur disponibilité. J'imagine quand il faut aller faire une action, on peut avoir quelqu'un sous la main, mais il n'est pas forcément disponible. Est-ce que pour être efficace, vous êtes loin du compte? Il faudrait encore beaucoup plus de gens ou les ressources humaines actuellement disponibles sont quand même satisfaisantes? Marie-Lou je vais peut-être juste commencer à répondre en disant que donc l'année dernière, enfin
en début de cette année, on a fait passer un sondage auprès des référents. Donc, on a eu plus de 300 réponses sur les bilans, sur les actions qu'ils mettaient effectivement en place. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait plus de 90 ETP, si on comptait ce travail des référents, sur toute la France. Donc, c'est vraiment énorme comme travail. Au niveau de la disponibilité de ces référents, le plus souvent, ils passent entre 1 et 5 jours sur la thématique Ambroisie dans le cadre de leur rôle. Donc, c'est pas énorme. Bon, bien sûr, il y en a qui passent beaucoup plus de temps dessus, effectivement. Mais la plupart du temps, voilà, c'est entre 1 et 5 jours de travail par an. C'est pas énorme. Ça pourrait l'être plus, mais après, c'est bien sûr aussi en fonction des moyens qui sont donnés par la collectivité pour ce Olivier, non travail. Sinon, il y en a une nouvelle question. Alors, pendant la Allons-y question. pour la question. Donc, on a une question sur le passage de l'Observatoire des Ambroisies à l'Observatoire des enjeux à espèces pour la santé humaine, pour savoir s'il est déjà effectif ou si c'est en cours. Alors, reprécisons bien que l'Observatoire des Ambroisies demeure. Que les gens soient rassurés, il ne s'agit absolument pas d'arrêter cette dynamique, ni les points de contact que vous avez avec lui, les uns les autres, quel que soit votre rôle, ni et bien évidemment de continuer en amplifiant hein, bien évidemment le rôle du comité technique. On a plein d'idées encore pour essayer de faire en sorte, et on est nourri de plein d'idées pour faire en sorte d'améliorer la situation, puisque vous l'avez souligné, le compte n'y est pas. Et tout ça nécessitera encore bien des efforts. Donc, que les spectateurs soient rassurés, l'Observatoire des Ambroisies demeure. D'un point de vue architecture, ce qu'il va faire, ce qui va être créé, et c'est effectif très bientôt, c'est un observatoire générique des espèces impact sur la santé humaine. C'est toujours cette nuisibilité, cet impact qui revient régulièrement. Et il y aura d'autres sous-observatoires thématiques. Pourquoi cette architecture a été décidée, l'un générique et des sous-observatoires thématiques? Parce qu'encore une fois, pour gérer intelligemment des situations avec les différents spécialistes qui sont nécessaires à régler chacune des thématiques, ce ne sont pas les mêmes compétences. Donc, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Si on prend effectivement l'exemple de l'Observatoire des chenilles, pour lequel nous avons fait un appel à candidature d'ailleurs public, hein, c'est l'occasion de le redire, et puis solliciter aussi quelques référents identifiés du sujet, que ce soit des chercheurs, etc. On a des publics totalement différents. Alors, on aura des gens, bien sûr, de la santé, bien sûr des agences régionales de santé, des médecins spécialistes. On aura aussi effectivement des vétérinaires, ce qu'on n'a pas encore une fois dans l'Observatoire des Ambroisies, à l'inverse. Là, on n'aura pas d'agronome, mais on aura des forestiers dans celui-là. Donc, vous voyez, la dynamique, c'est bien d'avoir des unités finalement d'observatoires qui auront leur vie et qui seront fédérés à travers un observatoire central. Alors, avant d'ouvrir la séquence suivante, Alice, il y a une dernière question? Non? Je sais pas. Non, d'accord. Donc, juste peut-être, Olivier, loin de moi l'idée de vous demander de vous substituer à Hervé Bertrand, mais peut-être un mot sur le rôle des agences régionales de santé et les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Alors, il faut rappeler que Hervé Bertrand, lui, est en charge d'une région pionnière. Donc, on l'a déjà entendu ce matin, on voit bien qu'il met en œuvre un certain nombre d'outils, et j'imagine que le degré à la fois de connaissance et d'engagement qui est le sien n'est sans doute pas comparable avec ce qui se passe dans d'autres régions, y compris s'il y a déjà un certain nombre de référents. Mais du point de vue de l'ARS, quels sont ce qu'il nous faudrait savoir et retenir, et les difficultés éventuellement qu'il rencontre? Alors, déjà, qu'est-ce qu'une ARS? Une agence régionale de santé, c'est déjà une agence indépendante. Hein. Il faut s'en souvenir, certes, qui travaille en coordination avec le ministère de la Santé et la Direction générale de la Santé, bien évidemment. Mais les agences et le directeur général de l'agence régionale de santé a en charge la déclinaison des orientations politiques décidées par le ministère sur un territoire. Donc c'est lui qui va décider de mettre des curseurs plus ou moins forts dans son PRSE, dans son plan régional santé-environnement, et va décider effectivement de gérer tel ou tel sujet en fonction des situations intrinsèques des territoires. Le rôle d'une agence régionale de santé est extrêmement large. Ça va de l'offre de soins
à la santé environnement, donc le nombre de lits et de places de lits dans un hôpital, l'autorisation de transfert des scanners, enfin, voilà, c'est une agence, c'est quand même une boutique qui est censée décliner l'offre de soins et la santé des Français au local, donc c'est quelque chose d'assez considérable. Donc elles ont développé, pour autant que je puisse être autorisé à porter un jugement sur l'activité. Donc, vous me mettez dans une situation un peu particulière, mais de ce que j'ai pu en voir, effectivement, la santé environnement a été déclinée dans la plupart des régions de manière importante, alors avec des intensités variables sur les sujets différents en fonction des besoins locaux, mais ce qui est tout à fait légitime. Et pour ce qui est de l'Observatoire des ambroisies, la question santé-environnement pollen, on voit quand même effectivement des PRSE de plus en plus nombreux s'y intéresser. Et comme le soulignait Marie-Lou Mottet tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons à peu près 12 agences régionales de santé qui s'intéressent au sujet ambroisie. Donc, 12 sur 13 régions métropolitaines, c'est tout à fait notable. Et puis, la même photographie fait il y a 6 ans, il y en avait peut-être 5 ou 6 qui étaient. Donc, oui, les agences sont impliquées. Elles apportent un concours important, une ingénierie importante. Hein. Il y a des compétences en santé et environnement à travers des ingénieurs spécialisés dans ces domaines d'activité-là. Et donc, ça fait pour beaucoup la clé du succès. Alors, on a le temps de prendre encore une ou deux questions. Alice. Oui, nous avons une question du CPIE de Quercy-Garonne. Comment améliorer l'aboutissement des signalements à la finalité qui est la gestion quand on sait que les signalements sont souvent faits en période estivale avec déjà des émissions de pollen, voire plus tard des formations de graines? Je vais rappeler peut-être ce qu'est le CPIE. Le Centre permanent d'initiative à l'environnement. Allez, voilà. Donc effectivement, malheureusement, les signalements se font le plus fréquemment quand la plante est déjà en pollen, puisque c'est à ce moment-là qu'elle est le plus impactante visuellement. Donc nous, le but, c'est que cette date de signalement soit plus tôt dans la saison pour qu'effectivement, il n'y ait pas de danger à aller gérer les ambroisies présentes. C'est notamment pour ça qu'on met en place les journées de lutte contre les ambroisies, qui sont donc du 15 au 30 juin, parce qu'à ce moment-là, la plante, on commence à la repérer. Elle est déjà plus que plantule, donc on la voit assez facilement. Elle n'a pas encore de pollen, qui sont les allergènes les plus présents dans la plante. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de gestion qui peut se mettre en place. Une dernière question. Alice, une dernière question. Et puis ensuite, on va passer à la rubrique suivante. Désolée, l'intervention ne sera pas en direct, Hervé, du coup. Voilà, je vous entends. Donc, Hervé Bertrand, donc, compte tenu du programme, il est impossible de vous demander de faire la présentation qui était initialement prévue à cause de cette contrainte technique. En revanche, si vous en êtes d'accord, s'agissant de ce tour de table rituel à la fin pour sceller une session, nous allons commencer par vous et vous demander là où les idées clés que vous souhaiteriez que l'on retienne, mais sans entrer dans la présentation parce que c'est tout simplement pas possible. Merci infiniment de votre compréhension. Donc Hervé, en quelques mots, l'essentiel de ce que vous auriez souhaité nous dire. Nous vous écoutons. Merci à vous. Oui, je vais prendre plus de 2 mots, mais quand même très 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 rapide. En fait, la lutte contre l'ambroisie, l'organisation de cette lutte a été mise en place de façon participative dès le début avec un slogan qui était « La lutte contre l'ambroisie est l'affaire de tous ». C'était le cas il y a 40 ans. Ça a été le cas quand on a lancé les premiers arrêtés préfectoraux de lutte, les premiers arrêtés santé qui ont été pris en Auvergne-Rhône-Alpes, enfin à Rhône-Alpes. Voilà. Donc la mobilisation, l'ensemble des outils que vous avez vus tout à l'heure, les outils participatifs, sont un ensemble très cohérent et c'est probablement la première action participative à cette échelle, à l'échelle d'une région et à l'échelle d'un pays entier. Au moins pour la métropole, sur un sujet de santé environnement. Et c'est quelque chose que nous allons continuer à travailler en Auvergne-Rhône-Alpes et avec nos partenaires locaux et nationaux
bien entendu. Ce que je voudrais vous dire en termes, mon idée sur laquelle je voulais rester, c'est que que nous avons créé donc une mobilisation collaborative à tous les niveaux de la société et que ce modèle est unique, hein, il n'y a pas de précédent et il doit être optimisé et pérennisé pour encore plus d'efficacité à l'avenir. Voilà. Merci infiniment, Hervé Bertrand. Alexandra Martin, peut-être l'idée que vous souhaiteriez que l'on retienne? Je dirais que c'est une problématique qui touche énormément d'acteurs et qui touche énormément de domaines d'action. Et c'est là la force du comité technique et du comité de pilotage et des acteurs qui sont dans la lutte. C'est vraiment cette pluridisciplinarité et c'est ce qui fait vraiment la force de l'Observatoire, je pense. Merci Alexandra. Marie-Lou? J'ai bien envie de dire l'ambroisie, c'est l'affaire de toutes et tous, mais ce serait pas très original. Donc, comme mot de la fin, je vais plutôt en profiter pour remercier le travail des référents et puis des coordinateurs, parce que c'est vraiment grâce à eux que ça bouge sur le terrain. Merci à vous. Donc, nous allons procéder maintenant, si vous en êtes d'accord, à un nouveau quiz. Donc, effectivement, on l'a vu, je reprends l'expression d'Hervé Bertrand. Donc, la lutte contre l'ambroisie a créé une dynamique collaborative, inventive, unique, si j'ai bien entendu Hervé Bertrand. Et donc, il a mobilisé un grand nombre d'acteurs, que l'on se rappelle votre première diapositive, la Marguerite, avec l'ensemble des acteurs. Effectivement, c'est assez impressionnant. Et maintenant, la question que l'on va se poser, c'est par rapport à cette mobilisation, quelle place occupe un autre outil qui est l'outil réglementaire. On a déjà évoqué la question de la réglementation ce matin et je vous propose que l'on y revienne. Mais auparavant, comme chaque fois, un quiz et le temps que l'on fasse le quiz, merci à vous deux. Je demanderai à Caroline Paul et à Valérian Grappin de bien vouloir nous rejoindre.